Dans ce podcast, j'ai le plaisir de vous partager les échanges que j'ai eus avec le professeur Bersini, professeur à l'ULB, à la faculté Polytechnique. Pour démarrer cet échange, j'aimerais bien vous poser une simple question. À l'époque où vous étiez étudiant à l'ULB, dans les fin des années 70-80, il y avait déjà la pop culture, beaucoup de contenu autour de l'intelligence artificielle, tels que Star Wars, Alien, Terminator. C'était déjà dans l'air du temps. Mais du coup, du côté du monde académique, est-ce que le stade de développement actuel des IA était quelque chose d'envisageable et réaliste? Quel était l'état d'esprit en fait à l'époque? Alors, dans les années 80, quand moi je m'intéressais déjà à l'intelligence artificielle, on avait de grands espoirs, hein. On mettait de grandes espérances sur l'intelligence artificielle, mais elle n'avait pas atteint évidemment les capacités qu'elle a atteint aujourd'hui, parce qu'en fait, on ne disposait pas du web, on ne disposait pas de serveurs capables d'encoder la quantité invraisemblable de données qu'aujourd'hui les systèmes informatiques peuvent encoder. Donc, la réalisation des systèmes d'intelligence artificielle, même déjà des agents conversationnels, hein, puisque les premiers agents conversationnels datent des années 70. Donc, on pouvait déjà s'amuser à utiliser des outils conversationnels, mais on ne remettait pas du tout en question la manière dont on réalisait des travaux informatiques, des travaux, des mémoires ou des productions de rapports. Donc, il y avait beaucoup moins d'engouement. Est-ce qu'il y avait aussi du coup moins de crainte? Les craintes, c'était un peu ce qu'on retrouve dans les films de science-fiction. D'ailleurs, c'était assez déconnecté de la réalité. Donc, alors, bon, moi, j'ai toujours trouvé cette crainte infondée, et même si la performance des outils d'aujourd'hui sont beaucoup plus impressionnants qu'ils n'étaient il y a 40 ans, je pense que cette crainte est toujours infondée. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle met à la disposition de tout un chacun, en ce compris des gens qui auraient des vues assez malveillantes. Il y a des armes aujourd'hui d'une puissance extraordinaire, d'une efficacité extraordinaire, dont on ne disposait pas dans les années 80. Et est-ce qu'à l'époque, on se posait déjà autant de questions autour de l'éthique de l'usage de l'intelligence artificielle, ou vous avez constaté que l'importance du débat éthique a pris de l'ampleur seulement plus tard? Oui, alors là, c'est tout à fait vrai, hein. Donc, à l'époque, on s'en posait pas du tout. On n'imaginait pas que l'IA puisse se tromper, que l'IA puisse être susceptible de biais Donc ça, c'est aussi parce que l'époque est différente. Donc déjà, dans les années 80, des logiciels pouvaient prendre des décisions, mais il n'y avait pas cette sensibilité pour la préoccupation, par exemple, de l'égalité des genres, Mmh. ou du traitement discriminant des minorités. D'autant que ces outils-là, ils prennent beaucoup plus de décisions que dans les années 80, hein. Donc on a maintenant des outils, en effet, qui décide, je sais pas, de l'engagement d'une personne ou de la condamnation d'une personne à des fins juridiques, etc. Donc là, on est quand même beaucoup plus préoccupé du sort que ces outils réservent aux minorités ou à la capacité de discriminer de ce genre d'outils, quoi. Pour poursuivre cette conversation, j'ai interrogé le professeur Bersini sur la possibilité de réaliser un griffbot. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ce serait un griffbot, c'est en fait un robot qui imiterait l'apparence et qui prête les propos d'un être défunt. C'est-à-dire que, imaginons par exemple cette conversation qu'on est en train d'avoir sur Teams, elle sera enregistrée quelque part sur les serveurs de Teams. Et donc, en fait, vous imaginez bien que les géants du web ont une quantité extraordinaire d'informations, tant sur la manière dont vous vous exprimez, votre apparence physique. Et donc, je pense qu'il est devenu tout à fait probable, même aujourd'hui, hein, imaginer de faire revivre une personne, de lui prêter des propos. Ces propos pourraient être assez réalistes si cette personne a laissé beaucoup de traces de ses intérêts, de la manière dont elle s'exprime, et que ces traces ont été collectées par les géants. Je pense qu'ils n'ont aucun problème, vu les outils qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui, de continuer la vie de cette personne. Et c'est plus du tout de la science-fiction. En tout cas, à l'écran, c'est clair que ça ne sera pas une personne en 3D. J'ai aussi profité de l'expertise du professeur Bersini pour en apprendre plus sur la collecte de données et l'apprentissage des IA. Alors, la manière dont fonctionnent ces agents conversationnels, la manière dont ils apprennent est restée relativement opaque, hein. Donc, ceux qui travaillent en intelligence artificielle ont une petite idée de la façon dont ça se crée. Ces textes sont vraiment pris à l'état brut. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas forcément les structurer. Vous mettez tous ces textes en ASCII, hein, donc dans la manière la plus basique, hein, c'est une suite de mots, hein. Vous devez quand même recourir à ce qu'on appelle une numérisation, c'est-à-dire que vous devez les transformer quand même en des 1 et des 0 ou en des nombres, parce que le mot en tant que tel n'est pas compris par ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Dans le cas de ChatGPT,
on leur apprend principalement à continuer des textes. Pendant l'apprentissage, on leur donne des bouts de texte et le logiciel apprend à continuer. Il le fait avec des milliards et des milliards et des milliards de textes. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des outils qui sont capables de produire de nouveaux textes, mais sur base de similarités avec les textes que vous lui avez appris. Qui va faire des généralisations, hein, comme nous on le fait. Il va comprendre les similarités entre les contextes. Il apprend un peu la réalité du monde. C'est vrai qu'il commence à comprendre beaucoup de choses sur le monde. Est-ce que du coup, vous parliez d'apprentissage en repérant les similarités et par la généralisation. Est-ce que vous compareriez cela avec l'apprentissage humain en fait, du langage? Il y a déjà la similitude du fait que les structures neuronales que les chercheurs utilisent pour ça sont un peu semblables aux structures neuronales qui sont les nôtres. Maintenant, comme vous savez, il y a des milliards de neurones dans ces logiciels avec des centaines de milliards de paramètres et ça commence à ressembler à l'architecture de nos cerveaux, hein, puisqu'on a aussi les milliards de neurones et les milliards de paramètres. Alors, ce qui est quand même très, très différent, c'est que les systèmes qui parlent, ces agents conversationnels, c'est qu'on leur refuse, si vous voulez, la compréhension. C'est-à-dire que ces systèmes, malgré qu'ils parlent de tout et qu'ils en parlent plutôt bien, ces systèmes ne comprennent pas ce dont ils parlent. Alors que nous, on a l'impression d'un peu mieux comprendre quand on... Donc c'est là qu'il y a un peu toute l'ambiguïté. Et de fait, ils manifestent une espèce de compréhension de ce dont ils parlent. Alors qu'en effet, je pense que là, c'est la limite qu'il ne faut pas les franchir. Je pense que ces logiciels ne comprennent rien de ce dont ils parlent parce que justement, ils ne vivent aucune des expériences dont ils parlent. À partir de ce moment, avec le professeur Bersini, on entame une conversation sur les limites de l'IA. Je pense qu'en effet, mais c'est un acte de foi, hein, c'est une pétition de principe, je pense qu'une IA, de par sa conception, ne sera jamais un être humain ni un être vivant. Et donc, du coup, il n'arrive pas à ancrer, si vous voulez, ce dont il parle dans des expériences profondément humaines qui sont les nôtres, qui sont des expériences qui s'accompagnent de conscience, d'émotions, de vécu. Tout ça, ça fait défaut au logiciel. Et la question dont il n'est pas facile auquel il n'est pas facile d'apporter une réponse, c'est jusqu'où peuvent aller ces logiciels sur leur capacité à nous confondre sur leur nature humaine. Turing disait si lors de sa conversation le logiciel vous bluffe sur sa nature, ça va être difficile de lui interdire aussi des émotions, des consciences, etc. Jusqu'au moment où vous le savez, vous lui aurez attribué ce qu'il est normal d'attribuer à quelqu'un qui converse aussi bien que lui, quoi. J'ai aussi questionné le professeur Bersini quant à la question de la régulation et de ce que le monde politique devrait faire par rapport à la montée des IA. Par rapport à la question de la régulation, le professeur Bersini défend que ce n'est pas tant la connaissance et la compréhension de l'IA qui posent problème, mais bien les usages qu'on peut en faire. Il cite par exemple la question de la bombe nucléaire. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on peut créer une bombe nucléaire que pour autant on arrête toutes les recherches autour du nucléaire. Pour lui, il en va de même pour l'IA. Avant de réguler, il s'agit de comprendre ce que l'on peut en faire. Donc par exemple, on a ces conversations à l'université maintenant pour savoir qu'est-ce qui se passe en matière d'évaluation des travaux, si ChatGPT devient un outil à la portée de tout le monde. Ça, il va falloir faire montre de grande imagination parce qu'en effet, c'est problématique. Je pense que les étudiants auraient tort de ne pas l'utiliser. Ne serait-ce que pour la compréhension. Mais oui, c'est un outil intéressant qui fait une recherche d'information qui est tout à fait pertinente. Mais au même titre qu'on leur demandait quand ils utilisaient Wikipédia, de citer Wikipédia, etc., là, il va falloir qu'ils le citent, en tout cas, qu'ils comprennent aussi que autant Wikipédia, on peut lui faire confiance jusqu'à un certain point, parce que le processus de création de l'information dans Wikipédia est quand même un processus relativement contrôlé. Autant ChatGPT peut dire tout et n'importe quoi. Et donc là, les étudiants doivent un peu mieux prendre conscience de la façon dont ça fonctionne. En fait, il ne faut pas lui vendre le beau Dieu sans confession, quoi. Il ne faut pas lui donner crédit, quoi qu'il vous dise, parce qu'en fait, le gros problème de ChatGPT, c'est qu'il mélange le vrai et le faux de manière tout à fait indiscernable. Pour relancer la conversation, j'ai aussi demandé au professeur Bersini si, selon lui, les IA pouvaient douter. Mais non, ChatGPT, simplement, s'il vous dit je ne suis pas sûr, etc., c'est parce qu'en fait, il aura appris que, par exemple, quand il discute avec un interlocuteur et que cet interlocuteur remet un peu en question ce qu'il dit, il est de bon ton, de bonne pratique dans une conversation de dire je ne suis pas sûr, etc. Et donc, même s'il ne sait pas du tout ce que ça veut dire je ne suis pas sûr, il va se rendre compte que c'est un tic de langage qui a raison d'être. Et tout le problème, c'est de se dire qu'il doute, il ne doute pas, quoi. Ça n'a même pas de sens de dire ChatGPT doute.
toute la différence entre savoir de quoi on parle, ressentir ce que l'on dit et simplement être un véritable perroquet logiciel et puis resituer et redire des choses sans aucune intentionnalité, sans aucune compréhension de ce dont on parle. Pour clôturer cette conversation avec le professeur Bersini, je lui ai demandé quelles étaient ses visions, son regard par rapport au futur de l'IA. En quoi l'IA va nous impressionner dans les prochaines années à venir? Jusqu'où peut aller l'IA dans sa créativité? En créativité scientifique ou en créativité artistique, l'IA quand même se limite et se contente de reproduire et de répliquer, etc. L'IA me bluffera tout à fait. Si l'IA a réussi un jour à comprendre le monde à la manière dont, ou modifier la compréhension du monde à la manière dont Einstein l'a fait, donc pour moi c'est l'horizon ultime. Au nom de toute l'équipe Prism, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On remercie également le professeur Bersini de nous avoir accordé son temps. Pour les auditoristes, n'hésitez pas à consulter la page prism.ulb.be pour retrouver le numéro de ce mois-ci autour de l'IA, ainsi que les numéros précédents. Restez au courant pour les numéros à venir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram et suivez le YouTube de l'ULB. Il y a plein de choses intéressantes comme la série Prism, l'état de fait.